Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour un webinar qu'on a intitulé DRH, prenez soin de vos collaborateurs. Et ce matin, pour m'accompagner, j'ai trois intervenants. Tout d'abord, Jean-Baptiste Ducasse, qui est directeur grand compte chez CGDIM Santé. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Je vais te laisser rapidement te présenter et nous présenter CGDIM Santé. Oui, avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Jean-Baptiste Ducasse, effectivement, je suis directeur grand compte pour CGDIM Santé, qui est le premier éditeur de logiciels médicaux en France. Donc, on a diverses solutions pour accompagner l'ensemble des acteurs de l'écosystème, dont les services de santé au travail et plus globalement les entreprises. Et justement, nous accompagnons notamment les entreprises via les DRH, les services de santé au travail, dans leurs projets de vaccination et de téléconsultation notamment. Ça marche. On reçoit également Thomas Clémenceau, qui est directeur de projet chez CGDIM SRH. Bonjour Thomas. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors effectivement, je suis même directeur produit en fait. Directeur produit, pardon. Au sein de la R&D de CGDIM SRH. CGDIM, probablement que certains d'entre vous connaissent, CGDIM SRH, puisqu'on est un des acteurs assez importants dans le domaine du SIRH. On couvre un grand panel de métiers et de niveaux au niveau de nos clients. Et on a une offre intégrée qui couvre la gestion administrative, la paye, la gestion des temps, la décentralisation de certains processus métiers, tout ce qui est dématérialisation, des modules RH comme la gestion de l'information de la GPEC et également toutes ces données-là, on est en capacité d'aider nos clients à avoir des décisions éclairées avec des outils de business intelligence. Et enfin, on reçoit Jean, qui est directeur chez CGDIM Assurance. Bonjour Jean. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Effectivement, je travaille pour CGDIM Assurance, qui est une des filiales de CGDIM qui s'occupe des assurances complémentaires santé. Et on fournit un certain nombre d'outils aux complémentaires santé pour améliorer la couverture santé des salariés. Super. Alors, ce matin, on va parler de plusieurs sujets. On va parler de santé, on va parler d'organisation du travail. On est là dans un contexte un peu mouvant, je dirais, puisqu'à partir de demain, déjà, on a une modification du protocole sanitaire en entreprise. On a aussi un certain nombre de DRH qui se posent des questions sur le retour au bureau. Comment j'organise ce retour progressif au bureau, puisque la ministre du Travail a annoncé un certain nombre d'assouplissements en matière de télétravail, notamment dans le secteur public. Donc, on imagine bien que le secteur privé va suivre. Et puis, on est également dans une période où la vaccination est forcément une des priorités des entreprises. Alors justement, Jean-Baptiste, en parlant de vaccination, de ces problématiques actuelles, comment les entreprises appréhendent-elles justement cette problématique de vaccination ? Écoute, je crois que effectivement, comme tu le disais, c'est un enjeu pour l'ensemble de la société, c'est un enjeu pour les entreprises. Effectivement, la vaccination aura un impact considérable sur les entreprises, que ce soit au niveau économique ou au niveau social. Et pour répondre à ta question, j'échange quasiment quotidiennement avec des chefs d'entreprise, avec des DRH, avec des médecins du travail. Et ce qui est très clair, c'est que les entreprises ont besoin de voir revenir leurs collaborateurs au bureau, ont besoin de diminuer l'absentéisme. Et donc tous ceux avec qui j'échange, mais je suis persuadé que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, tous craignent un nouveau confinement qui serait synonyme d'un nouveau coup d'arrêt sur l'activité. Et l'envie de s'engager dans un projet de vaccination, elle est perceptible au quotidien dans ces entreprises. Il y a toujours une appréhension aussi. Comment moi, DRH, je peux participer à une campagne de vaccination ? Alors, il existe plein de solutions en fonction de ses besoins, en fonction de ses moyens, en fonction de son activité. Et je crois que dans un contexte pareil, tu parlais d'appréhender, d'appréhension. Dans un contexte pareil, l'accompagnement va être clé, justement. Et cet accompagnement, il a apporté des résultats. Depuis le 25 février,
Donc, c'est le premier jour depuis lequel les entreprises… Excuse-moi, Jean-Baptiste, j'ai un écho, comme s'il y avait une radio ou quelque chose d'allumé. Tout est bien éteint de votre côté, Jean et Thomas? Je coupe mon micro. Ça marche. Vous m'entendez mieux? Oui. Ok, parfait. Donc, depuis le 25 février, qui est le premier jour de vaccination par les services de santé au travail, il y a près d'1 million d'injections qui ont été réalisées justement par ces services de santé au travail. Donc, c'est assez très important. Et le retour qu'on a des salariés est vraiment excellent parce que déjà, beaucoup sont surpris par la qualité de l'organisation de leurs employeurs à ce niveau-là. Je pense que tout le monde reconnaît que c'est nouveau et c'est également nouveau pour les entreprises et pour leurs employeurs. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que les collaborateurs sont rassurés de se voir vacciner aux côtés de personnes qu'ils connaissent. Et en fait, il y a tout un environnement qui, au départ, apporte une certaine appréhension, pour reprendre ce terme. Et puis, une fois qu'on construit, qu'on accompagne, qu'on organise, en fait, cette appréhension, elle se transforme en quasiment un environnement qui apporte une vraie sérénité et qui fait que certains collaborateurs préfèrent être vaccinés sur leur lieu de travail plutôt que dans un autre lieu. Donc, c'est un vrai succès. Et je suis persuadé que la relation entre les salariés et les médecins du travail s'est également considérablement renforcée. Comment ça marche concrètement? C'est-à-dire que l'entreprise va dire, tiens, moi, je vais proposer à mes collaborateurs de se faire vacciner et donc je contacte la médecine du travail qui va m'accompagner dans ce projet? Alors, il y a différents cas de figure, parce que tout dépend de la taille de l'entreprise, tout dépend de ses moyens, tout dépend de son projet, tout dépend de son organisation. Est-ce que tous les collaborateurs sont réunis en un lieu ou est-ce qu'il y a différents lieux? Donc, effectivement, il y a différents cas possibles. L'entreprise peut tout à fait organiser… Alors, déjà, toute entreprise peut organiser la vaccination pour ses employés. D'accord. Après, de quelle façon? Effectivement, pour les très grandes entreprises, ça va se faire avec leur service de santé au travail. Pour les entreprises d'une taille plus standard, ça peut se faire en collaboration avec les services de santé inter-entreprises. Ça peut également se faire en partenariat avec la pharmacie du coin pour les toutes petites entreprises. Donc, il existe une multitude de solutions et justement, on y reviendra, mais c'est ce type de solutions qui doivent être encouragées et accompagnées. Alors, on est bien d'accord que l'entreprise peut inciter à accompagner, mais ne peut pas rendre ce vaccin obligatoire auprès de ses collaborateurs. Alors, ça, c'est une vraie question qui est posée régulièrement. Alors, non, bien entendu, je dirais au même titre que tous les personnels vaccinants, bien entendu, les entreprises ne peuvent pas imposer la vaccination. Et d'ailleurs, le protocole sanitaire en entreprise qui a été établi par le ministère du Travail, il repose, 1, sur le volontariat et 2, sur le secret médical. Donc, ces deux choses font qu'on ne peut pas imposer une vaccination. Mais je dirais que comme partout, si le vaccin est facultatif, il est aussi très fortement recommandé. Et ce qu'on a pu voir depuis janvier, et là je parle de la vaccination en général, c'est que la demande des patients en vaccin est très largement supérieure à l'offre d'établissements qui sont susceptibles de pouvoir vacciner. Donc, je crois qu'un des enjeux, ça va être d'augmenter le nombre de lieux de vaccination. Et la question qu'un DRH, selon moi, doit se poser, et selon les spécificités de chaque entreprise, c'est comment je peux aider mes collaborateurs à avoir accès au vaccin plus facilement et de manière plus efficace. Alors, ça peut aller de la simple information communiquée aux collaborateurs sur où sont les lieux de vaccination les plus proches de l'entreprise, jusqu'à la mise en place de la vaccination directement sur le lieu de travail. Et encore une fois, là, les retours que nous avons sont assez excellents parce que pourquoi ça pourrait être avantageux de le faire sur le lieu du travail? Déjà, c'est plus simple. C'est un lieu que je connais, un lieu dans lequel je me rends régulièrement. C'est mieux organisé, les délais sont souvent plus courts
Et comme je le disais, c'est plus rassurant. On se fait vacciner avec ses collègues. Et en plus de ça, on apprécie de voir son entreprise engagée sur le sujet. Donc, non, pour répondre à la question, non, une entreprise ne peut pas imposer le vaccin, mais elle peut inciter, recommander cette vaccination à ses collaborateurs. Et étant donné que la demande des collaborateurs, en général, est très forte, l'entreprise peut, au-delà d'inciter, faciliter l'accès à la vaccination. Alors, il y a une question là qui arrive, qui dit « Quid de la responsabilité de l'employeur en cas de problème ?» Alors, en cas de problème… J'imagine en cas de mauvaise réaction au vaccin. Mais je ne pense pas que l'employeur soit responsable de ça. Non. Alors, déjà, il faut savoir que les services de santé au travail doivent respecter un certain protocole qui est extrêmement méticuleux. La vaccination doit se faire dans une salle dédiée, aérée. Il doit y avoir une consultation médicale avant la vaccination pour évaluer les contre-indications, les risques allergiques. Il doit y avoir le consentement du salarié. Bon, bref, il y a un certain nombre de conditions qui doivent être préparées, réunies par les entreprises. Et il peut effectivement avoir des effets indésirables. C'est aussi pour ça que la vaccination, je reprends par rapport à ta question précédente, si la vaccination était obligatoire, ça voudrait dire que le gouvernement était parfaitement à l'aise avec les vaccins. Je pense qu'aujourd'hui, on manque de recul. C'est pourquoi on ne peut pas obliger les gens à se faire vacciner. Et donc, à ce titre, une entreprise ne serait pas plus responsable d'un effet indésirable d'un vaccin que le médecin de ville, le pharmacien ou tout autre centre de vaccination. Donc non, je pense que le gouvernement encourage très fortement les entreprises à vacciner. Il faut respecter un protocole très strict. C'est le respect de ce protocole qui permet également de ne pas engager sa responsabilité. Et donc, c'est encore une raison pour laquelle il faut être accompagné pour faire les choses correctement. Il y a quand même un avantage indéniable, c'est qu'effectivement, en termes de planning, c'est à mon sens plus simple de se faire vacciner dans le cadre de l'entreprise, parce que d'un point de vue planification, c'est quand même plus facile à mettre en place auprès des collaborateurs. Et pour les collaborateurs eux-mêmes, ça me paraît plus facile que de s'inscrire sur une plateforme pour essayer de trouver un rendez-vous. Ah, tout à fait. Ouais. C'est un vrai. C'est beaucoup plus simple. L'entreprise, dans tous les cas, doit faciliter la vaccination de ses collaborateurs. Encore ce matin, dans mon équipe, j'ai un collaborateur qui s'est fait vacciner. Il est très clair qui ne s'est pas fait vacciner d'ailleurs dans le cadre de la santé au travail, mais dans un centre de vaccination classique. Il s'est fait vacciner et on lui a permis d'être absent sur ce temps de travail. Mais en l'occurrence, c'est quand même beaucoup plus simple pour tout le monde, pour le salarié, pour l'entreprise. Donc pour tous les acteurs, c'est beaucoup plus simple de pouvoir être vacciné sur son temps de travail et sur le lieu de travail. Est-ce qu'il y a un coût pour les entreprises à mobiliser une équipe de santé au travail? Est-ce que c'est quelque chose qui coûte à l'entreprise? Là encore, tout dépend de ce qui est fait et mis en place. Pour une entreprise qui a déjà une équipe de santé au travail, donc une entreprise de plus de 200 collaborateurs, non, parce que les effectifs sont déjà en place et que les doses sont fournies par le ministère. Donc, finalement, oui, le coût, ça va être l'organisation, la logistique, la mise en place. Le travail, en fait. Exactement. Donc, oui, il y a forcément un coût, mais pour beaucoup d'entreprises avec lesquelles je discute, c'est un coût qui est très vite rentabilisé parce que c'est ce qui va nous permettre, je crois, c'est ce qui va nous permettre
de lever le risque de stopper l'activité et de voir les collaborateurs revenir au bureau. Donc, Alors là, il y a une oui, question. il y a forcément un coût, mais les entreprises Ouais. s'y investissent parce qu'elles considèrent que c'est Dans l'intérêt général, en fait. Exactement, et c'est vraiment important. Alors, l'employeur peut-il refuser que cette vaccination se fasse sur un temps de travail, même au sein de l'entreprise? En soi, oui. L'employeur peut refuser que ça se fasse sur le temps de travail. Maintenant, ce qu'on disait à l'instant, dans le cadre de l'intérêt général, ça ne serait pas très intelligent de la part de l'employeur de refuser que le salarié se fasse vacciner sur son temps de travail. D'autant qu'aujourd'hui, les rendez-vous, là, par exemple, si vous prenez rendez-vous dans votre ville, vous n'avez pas forcément le choix de l'horaire ni du jour. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Baptiste? Alors, pour moi, non. L'entreprise ne peut pas s'opposer à l'absence d'un collaborateur pour la vaccination. Et d'ailleurs, il n'y a aucun arrêt de travail qui est nécessaire. Pour moi, l'employeur ne peut pas s'opposer à l'absence du salarié pour la vaccination. Mais il y a, encore une fois, je le répète, hein, je pense que c'est dans l'intérêt général de laisser le collaborateur pouvoir se faire vacciner, s'absenter quelques heures. Et bien sûr, ça doit être aussi un motif pour le collaborateur de voir son employeur accepter cette absence de courte durée et de revenir en contrepartie au bureau si cela répond aux besoins de l'entreprise. Ça marche. Alors, ça m'emmène sur une deuxième question qui est plus générale sur la santé au travail. La santé au travail, c'est un sujet qui prend de l'ampleur, notamment avec le Covid, mais qui prenait déjà de l'ampleur avec toutes les questions de QVT, de bien-être, de risques psychosociaux, etc. C'est quoi les enjeux de la santé au travail dans les années à venir, les principaux enjeux selon toi? Alors, il y a plein de questions dans ta question. Je crois qu'effectivement, la santé au travail est en pleine réorganisation et selon moi, c'était absolument nécessaire. Il y a une loi qui a été votée en février qui doit être mise en vigueur en début 2022 qui consiste, alors je simplifie, mais qui consiste de passer d'un service de santé au travail à un service de prévention de la santé au travail. Alors que comme ça fait un petit peu... on ne peut pas penser que c'est très concret, mais en fait, ça change beaucoup de choses. Le système de santé au travail n'était plus forcément adapté au monde professionnel. On était trop dans la réparation et peut-être pas assez dans la prévention, notamment la prévention de désinsertion professionnelle, des maladies chroniques, des affections de longue durée. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient que les entreprises étaient souvent... les services de santé au travail étaient souvent dépassés par ce qui leur arrivait. Donc, effectivement, cette nouvelle loi, elle doit permettre de renforcer la prévention des risques professionnels. Elle doit permettre d'accélérer ce qu'on appelle la promotion de la santé au travail. Donc, c'est les campagnes de vaccination, de dépistage, la sensibilisation aux bienfaits des pratiques sportives. Et puis, on doit aussi augmenter le nombre de visites médicales. Notamment, il va y avoir une visite de mi-carrière à 45 ans ou des visites après une longue absence, un congé maternité, etc. Donc, on demande plus de suivi, mais en même temps, il y a moins de médecins. Depuis 2010, on est passé de 10 000 médecins du travail à 5 000. Donc, effectivement, il y a une volonté de se réorganiser, mais comment? Donc, la loi prévoit donc, et selon moi, c'est un vrai enjeu, ça, prévoit de renforcer la collaboration entre la médecine du travail et la médecine de ville. Donc, pour pallier le manque de médecins du travail, on va faire appel à des médecins de ville correspondants qui devront être formés à la médecine du travail pour assurer le suivi. Les médecins du travail auront accès au DMP, au dossier médical partagé. Je vais te poser une question, je me trompe peut-être, mais tu dis on est passé de 10 000 à 5 000 médecins du travail, mais dans le secteur privé, on a également beaucoup moins de médecins et beaucoup moins de médecins diplômés en France depuis des années, non? Oui, tu as tout à fait raison. C'est effectivement une des premières
objection qui était posée, c'est comment se reposer sur une population qui est elle-même en pénurie. Donc, effectivement, tu as tout à fait raison. Tout l'enjeu, ce n'est pas d'augmenter le nombre de médecins, c'est d'augmenter la disponibilité médicale. Et ça peut faire sourire, mais c'est complètement différent. Aujourd'hui, un médecin, il consacre 40% de son temps à l'administratif et au déplacement. Donc, nous, notre enjeu, mais comme beaucoup d'éditeurs, je ne veux pas mettre en avant particulièrement CGDIM, mais tout l'enjeu des éditeurs, c'est d'accompagner cette réorganisation, d'accompagner ce changement en réduisant la part d'administratif, la part de déplacement, pour augmenter la disponibilité médicale. Tu peux avoir 2 fois plus de médecins, s'ils travaillent 2 fois moins, ça revient au même. Donc, pour améliorer la situation, selon moi, c'est le vrai enjeu. Donc, les services de prévention de santé au travail, tels qu'on les appellera, elles devront bénéficier de 3 choses en priorité. La première chose, c'est une bonne organisation et un excellent réseau de soins qui allie médecine du travail et médecine de ville. Un meilleur suivi, ce qui implique un meilleur suivi, d'avoir plus de disponibilité médicale, et des solutions pour promouvoir la santé au travail. Alors, on travaille sur quelques projets de dépistage notamment. Je parlais de vaccination, qui est une promotion de la santé au travail qui est tout à fait essentielle. La vaccination, ce n'est pas seulement la Covid, c'est la grippe aussi. Oui. Et ce sont des choses qui sont mises en place qui sont déjà mises en place dans beaucoup d'entreprises et qui le seront, je pense, beaucoup plus dans les prochaines années. Mais on parle aussi de dépistage. Il y a beaucoup d'hôpitaux que nous accompagnons. D'ailleurs, si certains sont volontaires pour ça, ils pourront tout à fait me contacter. Je pense qu'il y a des dépistages, notamment pour certains cancers, qui pourraient être faits sur les lieux de travail et qui permettraient à beaucoup de collaborateurs d'avoir accès à ces dépistages plus facilement et donc de répondre à l'enjeu majeur de la réorganisation du service de santé, qui n'est pas d'être service de santé au travail, mais d'être un service de prévention de la santé au travail. Et ça, c'est un vrai enjeu aussi, je pense. Alors, on comprend bien la logique, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres questions RH. C'est également le cas pour le harcèlement en entreprise, où aujourd'hui, on est plus en train de mettre des pansements que de faire de la prévention, même si on y vient. Donc, pour la santé, c'est exactement le même enjeu, de faire beaucoup plus de prévention parce que ça coûte aussi moins cher. C'est sûr. Du coup, comment CGDIM Santé accompagne ses clients? Est-ce que tu peux nous citer quelques cas d'usage de clients qui travaillent avec CGDIM Santé et quelle est la valeur ajoutée? Alors, CGDIM Santé, aujourd'hui, nous sommes avec des DRH, des personnes qui travaillent dans des entreprises, donc qui est l'une de nos cibles. Mais plus globalement, je disais tout à l'heure que CGDIM Santé, c'est le premier éditeur de logiciels médicaux. On existe depuis 50 ans. On équipe un médecin sur 4 en France, un paramédical sur 2 en France. Et nous proposons une suite de solutions. Parmi cette suite, il y a une solution qui s'appelle Maya. Je pense que beaucoup en ont entendu parler ces derniers temps avec la vaccination. Donc, Maya accompagne les services de santé au travail, notamment les entreprises, avec 2 solutions clés qui sont largement plébiscitées. C'est l'agenda et la téléconsultation. Donc, sur la partie agenda, elle répond à un des enjeux, c'est la promotion de la santé au travail. La vaccination, le dépistage, etc. Maya Agenda fait partie des 3 plateformes qui ont été retenues par le gouvernement pour équiper les centres de vaccination. Et depuis janvier, il y a 1 million de rendez-vous de vaccination qui ont été pris sur Maya. De plus, CGDIM étant hébergeur agréé de données de santé, plus que n'importe quel autre acteur, nous garantissons aux entreprises la sécurité des données de santé des employés. Et ça, c'est le critère principal d'une entreprise qui nous contacte, c'est qu'ils souhaitent faciliter l'accès à ces solutions, mais ils souhaitent le faire de manière sécurisée. Et au-delà de l'agenda, donc il y a la téléconsultation. Je pense que beaucoup d'entre vous se sont équipés d'une solution de téléconsultation l'année dernière pour les services de santé au travail. Ça a été fait par quasiment toutes les entreprises qui avaient des organisations ou via des services interentreprises. Mais ça a été fait dans l'urgence. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises nous contactent pour nous dire « Ok, nous avons une solution de téléconsultation que nous avons prise l'année dernière et nous souhaitons conserver une solution de téléconsultation.
90% des entreprises qui ont choisi une solution de téléconsultation l'année dernière ont souhaité continuer à téléconsulter en 2021. Et pourquoi elles contactent Cegedim Santé? C'est parce que c'est une solution qui est une solution médicale, conçue avec des professionnels de santé, qui est une solution sécurisée, qui est la solution la plus sécurisée en France, et qui est une solution dont nous souhaitons, en fait, nous ne souhaitons pas nous positionner en éditeur et en fournisseur d'une solution informatique. On se positionne vraiment comme des consultants, on accompagne toutes ces solutions et ces changements. Donc aujourd'hui, c'est ce qui plaît aux entreprises et on équipe sur la téléconsultation parmi les entreprises les plus importantes en France et des entreprises avec des tailles un petit peu plus modestes. Mais aujourd'hui, cette solution est vraiment plébiscitée. Puis je terminerai là-dessus. Cette solution, elle permet aussi de couvrir le dernier enjeu, qui est le réseau de soins. À travers Maya, je voyais qu'il y avait une question quid des départements en faible démographie médicale. En fait, Maya apporte aux services de santé au travail un réseau de soins qui est unique. On a 100 000 médecins, 100 000 professionnels de santé qui ont accès à notre agenda. On en a 25 000 qui utilisent notre service de téléconsultation. Et c'est autant de professionnels de santé avec lesquels les services de santé au travail vont pouvoir se coordonner pour augmenter la disponibilité médicale. Et donc, c'est ce qu'apporte Cegedim Santé. C'est un outil efficace, sécurisé, un accompagnement, un réseau de soins. Voilà. Et bien sûr, on démarre toujours par un audit organisationnel. On ne peut pas accompagner toutes les entreprises, mais en revanche, on peut présenter nos solutions à toutes les entreprises et voir si nos solutions peuvent répondre aux besoins de chaque entreprise. Donc, n'hésitez pas à contacter Cegedim Santé dans cet esprit. Ça marche. Merci Jean-Baptiste. On va passer à un second sujet qui concerne le retour au travail et toute la complexité aujourd'hui du retour au travail. C'est ces histoires de jauge, ces histoires de télétravail, ces histoires de travail en présentiel. Donc Thomas, tu es là pour nous expliquer comment on peut optimiser et s'assurer de respecter les règles lorsqu'on réaccueille actuellement les salariés dans les locaux de l'entreprise. Exactement. Comment on fait pour gérer tout ça? Eh bien, effectivement, depuis début 2020, on a tous été forcés, alors en fonction des secteurs d'activité, dans différentes mesures, mais à recourir au télétravail, donc en fonction des différentes fonctions évidemment des gens dans les entreprises. Et on a assisté à un vrai changement de culture en France. On n'était pas forcément très adepte de ce mode de fonctionnement culturellement, avec pas mal de craintes côté employeur et même d'ailleurs côté salarié. On voit qu'il y a des vrais bienfaits et puis il y a aussi certaines limites et qui nous amènent, je pense à peu près tous, à rentrer dans un système hybride où on va allier des journées en télétravail et des journées en présence au bureau. Et puis, ça amène évidemment au sein d'un certain nombre d'entreprises des vraies réflexions autour des locaux et des sites dans lesquels les employés travaillent, avec un peu plus potentiellement de flex office. Puisque comme on n'aura pas 100% des salariés présents en même temps, on va pouvoir aussi se poser quelques questions d'optimisation bassement financière, entre autres, sur la gestion des locaux. Donc depuis le début de l'année 2020, on a travaillé avec 3 de nos clients qui font partie du club utilisateur. On aime bien travailler avec nos clients parce que ça nous permet d'avoir des solutions qui sont toujours plus proches du terrain. Et je pense que c'est très important. Du coup, une solution qui va permettre d'accompagner les entreprises dans cette gestion de la présence sur site, du télétravail, avec notamment une représentation qui est le cœur en fait de ce module-là, qui est un planning d'équipe assez basique de prime abord, avec donc une liste de salariés. Alors en fonction du rôle que j'ai, si je suis collaborateur, je vais voir l'équipe à laquelle j'appartiens. Si je suis manager, je vais voir l'équipe que j'ai et mes pairs. Et puis si j'ai un rôle plus transverse dans l'entreprise type RH, du coup je vais avoir une vue beaucoup plus large de l'organisation.
Et cette vue salariée, et bien sûr, à la droite, je vais pouvoir avoir un planning, alors qui se compose en journée ou en demi-journée, et qui me permet d'avoir une visibilité graphique des présences, des absences, et quand on dit présence, et bien du coup, c'est présence où? Et donc du coup, on va avoir 3 notions. On va avoir une notion de présence sur site, on va y avoir une notion de télétravail, et puis on va aussi avoir une notion de déplacement, qui est ni l'un ni l'autre, mais qui doit être aussi modélisée à l'intérieur. Ce planning, eh bien, du coup, en fait, il va être, c'est un planning qui est dynamique et qui est à la main du collaborateur, du manager ou du RH. Ils ont la capacité justement d'aller positionner des journées et donc de planifier en fait leur temps de travail et leur présence sur site en fonction de différents accords, puisque chacun d'entre vous, je pense, est en train de négocier ou de finaliser les négociations autour d'accords de télétravail. Et donc, chacun des DRH aussi va vouloir proposer peut-être plusieurs accords à leurs salariés. Et donc, du coup, en respectant ces contraintes d'accord, avec des maximums, avec des minimums, ça peut être par semaine, ça peut être par mois. Enfin là, du coup, chacun a été assez créatif avec les représentants aussi du personnel. Et donc on a cherché à modéliser l'ensemble des différents cas qui pouvaient se présenter pour rentrer dans ces accords de télétravail. Avec aussi des notions de récurrence, évidemment, puisque on peut planifier à la journée, mais en fait, une grande majorité d'entre nous va plutôt dire, voilà, le mardi, je suis en télétravail, sauf tel jour parce qu'en fait, j'ai une réunion très importante, des choses comme ça. Et donc, on est en capacité de gérer et de la récurrence et évidemment de l'exception, parce que c'est la vraie vie. Donc, Et puis, tu vas embarquer un référentiel avec notamment les règles du télétravail, de l'accord s'il est en place. Et j'imagine qu'il y a des alertes. Si je suis exactement. salarié et que j'ai décidé de venir alors que je suis censé être chez moi, il y a une gestion d'alerte. Comment ça fonctionne? Alors effectivement, on va être en capacité de modéliser l'ensemble des accords de télétravail, puisqu'en fait, alors, certains employeurs ont choisi une méthode assez simple, il y a un accord pour tout le monde, et d'autres ont plutôt une approche à la carte, on va dire, et au choix du salarié de s'inscrire sur tel ou tel accord avec un forfait, par exemple, par an de 60 jours de télétravail ou une approche plutôt à la semaine avec 2 jours max, des choses comme ça. Donc ça effectivement, on a tout un process qui permet aux collaborateurs de dire je m'inscris pour tel accord. Je vais d'ailleurs, au sein de ce processus RH, pouvoir transmettre mes informations, notamment les certificats d'assurance, les attestations d'assurance qui permettent de travailler là où je souhaite travailler, avec d'ailleurs une gestion d'adresses différente, puisque un grand nombre de salariés ont aussi souhaité travailler pas forcément au domicile, mais dans une maison secondaire, par exemple, ou dans un espace de coworking, comme on le voit dans les questions. Il y a une question d'Isabelle qui demande si la solution gère la réservation d'espace, au sens quasiment à la salle, quoi. Yes, magnifique transition, merci, parce que c'est effectivement le deuxième élément que je voulais vous apporter. Donc effectivement, au-delà de l'accord et des contraintes, on va dire RH, on a aussi des contraintes de lieu. Et donc effectivement, on propose également dans cette solution à nos clients côté RH ou services généraux, et d'ailleurs on ouvre une autre porte à d'autres utilisateurs qu'on n'adressait pas forcément nativement dans un SIRH, donc qui sont les membres des services généraux, pour aller définir l'organisation des lieux de travail avec une certaine arborescence. Donc on va retrouver société, établissement, et puis jusqu'à l'open space du 3e étage à gauche, avec du coup un nombre de places disponibles et avec cette petite notion de jauge là, qui est apparue assez récemment, parce que c'est pas parce qu'on a beaucoup de places disponibles que finalement on est en capacité d'ouvrir toutes ces places-là. Et donc effectivement, avec une capacité pour les collaborateurs ou les managers d'aller se positionner sur les jours de présence sur site, dans un lieu, et en fonction de la place disponible. Et ça intègre les externes?
ça intègre les externes à partir du moment où effectivement ils sont gérés au sein de notre solution, et ça a du sens parce que sinon effectivement on modéliserait que la moitié des effectifs. Ouais, c'est-à-dire que si tu reçois un client, tu vas pouvoir dire bah, tel jour, je reçois un client, il y a 2 personnes qui viennent et donc ça rentre dans le système. Alors, enfin, aujourd'hui, on n'est pas descendu aussi finement sur je reçois un client aujourd'hui, parce que ça serait, je pense, assez lourd à gérer. On peut effectivement, c'est une très bonne idée, merci, gérer effectivement des guests, pourquoi pas. Par contre, je pensais plus à des prestataires, à des intérimaires qui ont aussi nos solutions pour pouvoir dire ben, aujourd'hui je suis pas là ou je suis en télétravail, et qui permettent aussi de gérer ça. Donc j'étais plus sur des profils récurrents ou plus stables en tous les cas que du C'est client. vrai que jusqu'à présent, il y a assez peu d'invités dans les entreprises, hein, même si à partir de demain, on a redroit de faire des pots de départ dans un invité, ce qui me paraît quand même hallucinant et très prématuré. Mais... C'est ça. Donc ça c'est un produit qu'on est en train de déployer là au sein de notre parc client, et qui aujourd'hui répond à une grosse majorité des enjeux actuels. Et puis on travaille pour aller beaucoup plus loin, puisqu'on a acquis il y a quelques années une société qui s'appelle Cositech, et qui est sur le sujet de la planification par contrainte. Et donc, du coup, on intègre leur moteur pour aller beaucoup plus loin et justement permettre à un manager de planifier de manière automatique, en fonction des accords toujours, et en fonction des contraintes de lieu, les présences, absences, télétravail, et alors déplacement non, parce que c'est pas quelque chose qui est faisable, des salariés, des collaborateurs qu'il y a dans son équipe, en respectant un principe d'équité. Parce qu'on va aussi avoir cette problématique-là, c'est ben ouais, mais alors lui, ça fait 3 jours qu'il est en télétravail et moi, voilà. Donc il y a un besoin aussi d'aller sur du respect de l'équité, hein, qui est un point fort du lien employeur-employé. Et donc on est en train de travailler là-dessus. Et puis un deuxième aspect de la planification par contrainte, qui rejoint beaucoup le flex office, hein, c'est que qui dit flex office dit peut-être réflexion à diminuer la taille des locaux. Et donc on travaille sur un outil de simulation qui permet alors services généraux, DAF, DRH, là ça va vraiment dépendre des organisations, mais d'aller simuler en se disant tiens, si j'enlève le plateau à la défense du 8e, est-ce que par rapport aux besoins exprimés par les collaborateurs et par les managers de présence ou de télétravail, je suis en capacité d'aller rebrasser ça en donnant une planification cohérente, ou alors l'outil va me mettre en exergue en disant alors tu peux faire ça, mais il faudrait que dans telle équipe, il y ait un jour de plus de télétravail, par exemple, qui soit positionné. Et donc on se positionne un petit peu différemment des outils qui aujourd'hui savent faire ça, qui partent pas forcément du terrain, qui appliquent plutôt des places dispo, et puis je vais simuler est-ce que j'ai de la place pour tous les gens que je veux. Là, nous, on part du terrain, on part des présences souhaitées, souhaitables par les équipes, avec les contraintes aussi équipes, qu'on ne maîtrise pas forcément sinon. Et derrière, je vais pouvoir simuler sur des locaux, avec ou sans un certain plateau, par exemple. Ça marche. Quels sont tu as parlé de 3 clients. C'est quel type de clients, quel secteur, quelle taille d'entreprise qui utilisent cette solution? Alors effectivement, les 3 clients avec qui on a co-construit cette solution, ils sont assez diversifiés dans leur secteur d'activité. Il y en a un qui est plutôt dans les services, l'autre qui est plutôt dans l'industrie, et un troisième qui est plutôt dans le retail. Donc on est vraiment sur 3 secteurs assez différents. Mais les besoins finalement sont assez semblables. Ils ont eu une approche un peu différente. Après aujourd'hui, CGDIM SRH, nous on s'adresse vraiment à des secteurs d'activité très très larges. Donc voilà, on est sur ces secteurs-là, mais on est aussi dans le transport, on est aussi dans le luxe, on est donc sur différents secteurs. Et donc il y a pas de contraintes particulièrement sur ce sujet-là en termes de sectorisation. Par contre, effectivement, peut-être qu'en termes de taille,
en dessous, je dirais, d'une 50aine de salariés, je ne suis pas sûr que la solution soit intéressante. Par contre, effectivement, au-delà de 100, et après, effectivement, nous, on couvre aussi des très petites entreprises comme des très grosses à 50 000 salariés. Je pense qu'on répond assez largement à ce panel-là. De toute façon, sans outils aujourd'hui pour une entreprise, même une entreprise moyenne, on va dire, de 1000, 2000 collaborateurs, c'est impossible de gérer ce protocole imposé aux entreprises. On ne peut pas gérer ça sous Excel. Ça me paraît extrêmement compliqué. C'est effectivement très compliqué d'aller gérer ce sujet-là sur Excel. Et donc, je pense qu'effectivement, sans outils, ça ne sera pas géré ou mal géré. Alors, il y a quand même un indicateur qui peut motiver les DRH, c'est que cette année, la mission principale de l'inspection du travail, c'est d'aller notamment contrôler les aspects prévention, santé et sécurité au travail. Donc, le respect de ce protocole risque de faire partie des missions number one de nos amis de l'inspection du travail à partir de maintenant. Ok, Thomas, tu en as fini sur cette partie ou tu voulais ajouter quelque chose? Je suis en capacité de répondre à beaucoup de questions, mais je pense qu'effectivement, j'ai été assez en profondeur dans les différents sujets que je souhaite aborder aujourd'hui avec vous. Isabelle nous demande le nom de l'outil. Alors, il s'appelle OPS, donc c'est un des modules qu'on propose, et OPS pour optimisation de la présence sur site. Voilà. Ça marche. Alors, on va passer à Jean, qui va lui nous parler. On va revenir sur la santé, la prévention, et puis surtout sur ce qu'on peut offrir aux collaborateurs en matière de couverture santé. Au-delà, je dirais, de tout ce qui est mutuelle obligatoire en entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut, sur quel levier on peut agir aujourd'hui, Jean, au-delà de cette mutuelle obligatoire? Alors, effectivement, aujourd'hui, on le sent, hein, la santé au travail est devenue un enjeu extrêmement important. Les salariés y sont sensibles. Et parfois, j'ai même envie de dire, dans le package qu'on va offrir à des collaborateurs, la santé, dont la complémentaire santé, est peut-être en train de passer devant la voiture de fonction. La santé et l'organisation du travail. C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir télétravailler, dans quelle mesure, dans quelles conditions, comment va être gérée ma santé. Par rapport à la voiture de fonction, c'est en train de rattraper, voire passer devant. Et en complémentaire santé, alors il y a effectivement le contrat minimum obligatoire dans le cadre de l'ANI, mais il y a déjà quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, les contrats complémentaires santé sont relativement fournis. Par exemple, maintenant, la majorité des contrats en complémentaire santé ont tous un réseau de soins. Depuis 2-3 ans, la majorité des contrats complémentaire santé proposent de la téléconsultation. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Oui, je veux améliorer la couverture santé de mes salariés, mais j'ai l'impression d'avoir déjà tout fait. Eh bien non, il reste une petite chose qu'on peut encore faire pour améliorer la couverture santé, pour que les gens se sentent bien, pour qu'ils sentent qu'on s'occupe d'eux. En fait, je pense qu'ils ont besoin de sentir ça. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être aller sur le non remboursé. Le non remboursé, ce sont l'ensemble des produits en pharmacie qui ne sont pas remboursés. Alors, on a l'homéopathie récemment qui a été déremboursée, mais pas simplement. On a plein de produits qui sont extrêmement intéressants, extrêmement utiles. Je pense aux Zyrtec, comme pour les gens qui peuvent avoir des démangeaisons, des allergies, toutes sortes de produits, des pommades contre les mycoses qui ne sont pas remboursés et pourtant qui sont extrêmement utiles. Alors, on l'a déjà vu apparaître dans un certain nombre de contrats santé, et vous l'avez sans doute dans les packages que vous proposez à vos salariés, des petits forfaits d'automédication. C'est-à-dire qu'on dit aux salariés, vous avez le droit à 50 € par an de prise en charge, un petit peu libre sur des produits non remboursés. Alors parfois, ça va intégrer l'ostéopathie ou pas. Mais globalement, ces premières expériences, elles sont relativement artisanales. Artisanal, ça veut dire que c'est sous-utilisé, c'est pas connu, c'est mal utilisé, parce que il faut des outils spécifiques si on veut aller sur le non remboursé. Parce que sur le non remboursé, on va avoir deux contraintes, deux écueils majeurs.
La première question que nous allons avoir, c'est le non remboursé, c'est vaste. Que voulons-nous rembourser? Est-ce que la prise en charge des bonbons au miel et des crèmes solaires pour partir au bord de la plage, est-ce que ça fait vraiment partie est-ce que ça fait suffisamment partie de la santé pour que la complémentaire santé et donc l'employeur y participe? Et cette première question de répondre qu'est-ce qu'on rembourse, jusqu'où allons-nous, elle n'est pas évidente parce qu'il faut connaître les produits en pharmacie et ça, le DRH, évidemment, c'est pas, je ne pense pas que ce soit son rôle, mais même la complémentaire santé, ils ont du mal à répondre à cette question-là, de que voulons-nous rembourser? Une question, Jean, de Florence, qui demande si le matériel ergonomique, notamment, fait partie de ce cadre de Alors, ça remboursement possible. pourrait en faire partie. Ça pourrait en faire partie. Dans le projet que je porte actuellement, ça n'en fait pas encore partie. Parce qu'on est au début, en fait. La prise en charge du non remboursé, c'est quelque chose d'assez récent. On a eu j'entends un petit peu d'écho. On a eu les réseaux de soins, on a eu la téléconsultation, et maintenant on a la prise en charge du non remboursé qui arrive avec le déremboursement de l'homéopathie, hein, surtout. Et donc on va y venir, on ira aussi sur le matériel, très certainement. Pour répondre à cette première question, CGDIM, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons tout simplement nommé et constitué un comité scientifique de sélection constitué de 2 médecins, 2 pharmaciens, le professeur Bergman, et qui ont, à partir de bases de données, alors la BCB et puis les data du GERS, qui sont 2 bases de données, dressé des listes et fait une sélection de produits. Et donc, ça simplifie énormément le travail des complémentaires santé, des courtiers et des DRH qui n'ont plus besoin de se poser cette question, est-ce que je retiens tel ou tel produit? Donc, en étudiant la valeur ajoutée de chacun de leurs produits, leur usage, ce comité de sélection a dressé ces listes de produits que vous pouvez retrouver, c'est tout à fait public, hein, sur tpsanté.fr. TP-6 santé. Attends, je vais peut-être vous le mettre dans le chat. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Ces listes de produits qui sont disponibles pour éviter de rembourser n'importe quoi. L'objet, ce n'est pas de jeter l'argent par la fenêtre, c'est de maîtriser quand même cette dépense avec une sélection de produits. La deuxième question qui va se poser quand on veut aller sur le non remboursé, c'est les frais de gestion. Aujourd'hui, les gestionnaires, les courtiers gestionnaires sont un peu frileux pour aller sur ce non remboursé parce que c'est une gestion manuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un remboursement, un forfait annuel de prise en charge de produits non remboursés, eh bien, il doit envoyer une facturette papier pour se faire rembourser. Et là, on marche un peu sur la tête parce que les frais de gestion sont parfois supérieurs au remboursement. Alors, ce n'est pas l'objet, il faut que ça reste cohérent, il faut que ça reste intelligent, mais on ne peut pas se permettre d'avoir des euros, ça va dépendre des gestionnaires, on va dire entre 2 et 3 euros de frais de gestion pour quelques euros de prise en charge. Comparé à l'optique, c'est assez différent. En optique, on est sur des montants importants et plutôt rares. Sur le non remboursé, c'est l'inverse. Ce sont des montants plus fréquents, mais beaucoup moins importants. Et à la fin, ça va représenter un budget équivalent à l'optique. Hein. Le non remboursé en pharmacie, ça représente un peu moins de 6 milliards d'euros par an pour les ménages français, là où l'optique représente un peu plus de 6 milliards d'euros par an. Mais ce sont des budgets équivalents, et donc il n'est pas incohérent qu'on s'intéresse à la prise en charge du non remboursé. Mais encore faut-il avoir les bons outils. Donc ce deuxième outil, ça va être d'optimiser les flux de prise en charge, c'est-à-dire d'automatiser par les flux électroniques entre la pharmacie et le gestionnaire la prise en charge des produits non remboursés. Et donc c'est ça que nous proposons. Ces flux, alors la norme s'appelle Visio V2, je ne sais pas si vous connaissez peut-être Visio Droit, qui est une norme qui va permettre aux pharmaciens de connaître en temps réel la carte de tiers payant d'un de vos salariés, ça c'est Visio Droit. Visio V2, c'est une norme qui permet à un pharmacien de faire une demande de prise en charge en temps réel à une complémentaire santé pour le déduire du total d'une facture. Et grâce à ces flux, on va diviser par 10 les coûts de gestion pour vos gestionnaires. Et donc maintenant qu'on sait ce qu'on veut rembourser et que nous avons les flux électroniques qui vont permettre de l'opérer, eh bien, les courtiers, les complémentaires santé et les DRH sont en train de se déployer doucement sur la prise en charge du non remboursé. Tout ça, je le redis, dans ce cadre qui est de dire
je veux améliorer, je veux montrer à mes salariés que je prends soin d'eux. Hein. Et prendre soin de mes salariés, c'est plus seulement une voiture de fonction. C'est aussi, voilà, votre santé est importante. On veut que vous vous sentiez bien. Et donc, oui, on va vous rembourser l'homéopathie, on va vous rembourser les produits à prescription obligatoire, on va vous rembourser les produits enfants, on va vous rembourser les produits adultes. Donc voilà, donc TP Santé, hein, qui est le nom de cet outil, a constitué comme ça un certain nombre de paniers et les DRH peuvent choisir les paniers que vous souhaitez rembourser. Choisir aussi le montant annuel que vous souhaitiez consacrer à ça. Nous, on va quand même imposer un taux de prise en charge. L'objectif, c'est pas de créer une inflation comme on a pu l'avoir en optique. Hein. Par exemple, si plus je rembourse, plus les lunettes coûtent cher. Ça, évidemment, ça sert strictement à rien. Donc, on impose un taux de prise en charge qu'on qualifie de responsable, c'est-à-dire de 50%, pas plus, du montant des produits pour éviter cette inflation, pour que ça reste une consommation, un usage responsable. C'est-à-dire que je ne vais pas à la pharmacie acheter des produits sous prétexte qu'ils sont remboursés ou qu'ils me plaisent. On met un petit reste à charge pour maîtriser globalement la dépense et pour éviter que ça parte dans tous les sens. Voilà. Et donc cet outil, donc TP Santé associé à la norme ISO 2, est en cours de déploiement. Et si vous souhaitez le mettre en place pour vos salariés, n'hésitez pas à me contacter. Je laisserai Christophe diffuser mon contact ou sinon sur la page contact de tpsanté.fr. Voilà en quelques mots un petit peu ce que Cegedim Assurance est capable de proposer aux complémentaires santé et aux DRH qui sont derrière pour améliorer la prise en charge santé de vos salariés. Ça marche. 3 solutions qui sont complémentaires finalement pour améliorer la qualité de vie des collaborateurs. Je vais vous laisser chacun, là, tous les 3, mettre... alors, j'avais mis l'adresse lagrandcompte@cegedim.com, mais si vous souhaitez mettre directement une adresse dans le chat pour vous contacter, Jean-Baptiste, Jean et Thomas, je vous laisse le soin de le faire. On va conclure ce webinaire. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions que se posaient les participants ce matin. C'était suffisamment clair. Donc, Thomas pour Cegedim SRH sur la partie plutôt planification. Jean-Baptiste, on avait déjà mis, c'est bon. Et puis Jean sur la prise en charge des produits non remboursés. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. Et puis, je vous remercie tous les 3 pour vos interventions éclairantes de ce matin. Et puis, je vous souhaite un bon appétit puisqu'il est bientôt midi. Avec plaisir, merci Christophe. Merci, avec plaisir, Thomas, merci à tous. merci Jean-Baptiste, merci Ouais, Jean. Je vous souhaite une bonne après-midi et vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur MyRH Line d'ici demain matin. Merci, au revoir. Merci, très bonne journée.